politique et les 4V. Maya, vous recevez ce matin Sarah Knafo, députée européenne Reconquête. Bonjour Sarah Knafo. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Des avancées, mais pas d'accord sur les retraites. François Bayrou a tiré les conclusions du conclave hier. Les discussions vont se poursuivre entre les partenaires sociaux. A-t-il sauvé son siège, le Premier ministre ? C'est une bonne question parce que j'ai l'impression que c'est la seule qui occupe l'esprit de notre Premier ministre en réalité. Durer, c'est son seul objectif. En tout cas, c'est ce que tout le monde sent. Et s'il peut durer, c'est aussi de la faute de ses oppositions. Puisque ces oppositions donnent le sentiment d'écarter d'un revers de la main la possibilité de la censure et surtout de ne jamais lui donner de ligne rouge claire. Vous visez qui, le Rassemblement national ? Notamment puisque j'ai l'impression qu'on n'a pas retenu les erreurs de la censure Barnier, c'est-à-dire on l'a censuré sans lui avoir demandé auparavant des choses très claires, c'est-à-dire presque un plan en lui disant si vous ne réalisez pas ces 4 mesures à mon sens, alors on vous censurera en lui donnant une échéance claire. À mon avis, maintenant, il faut réparer ces erreurs et c'est ce qu'il faut exiger de François Bayrou, au risque sinon de donner l'impression aux Français qu'en réalité, tout le monde ne veut que durer, que tout le monde attend et que le grand perdant de ce petit jeu-là, en réalité, ce sont les Français. Puisque rien n'avance pour le pays. Puisqu'il pourrait se passer la même chose que pour le gouvernement Barnier, c'est-à-dire une censure sur le budget. On attend toujours autre chose. À l'époque du précédent budget, j'ai eu le sentiment qu'à l'Assemblée nationale, personne n'avait été clair. Moi, je pense qu'avec François Bayrou, il faut dire les choses clairement. On attend un budget avec un plan d'économie de 100 milliards d'euros. Si vous voulez, je peux les proposer d'ailleurs, mais à mon sens, ça n'est pas la seule chose qu'il faut lui demander. Il faut lui demander des choses qu'il est en mesure de réaliser tout de suite, c'est-à-dire dès la semaine prochaine, dès cette semaine, des choses qui peuvent se faire par circulaire. Je vous donne un exemple. Il faudrait exiger, par exemple, les naturalisations zéro. Le droit à la nationalité française n'existe pas. Vous n'avez pas le droit, par essence, quand vous arrivez sur le sol français, d'acquérir la nationalité. Donc on pourrait exiger, par exemple de M. Retailleau, un moratoire sur les naturalisations. Ça, il peut le demander dès cet après-midi à ses préfets par une circulaire. Autre exemple, vous avez tous les jours dans l'école des associations de propagande qui sont autorisées par agrément du ministère de l'Éducation nationale à pénétrer dans les écoles. On pourrait leur retirer cet agrément, là encore, dès cet après-midi. Dernier élément, je vous ai dit plan de 100 milliards, les écoles et la propagande et les naturalisations. Dernier élément, ce qu'on pourrait demander, c'est l'abolition des accords de 68 avec l'Algérie. Ça encore, M. Bayrou peut le faire lui-même. Il n'a pas besoin d'une loi, il n'a pas besoin de passer par l'Assemblée. Il pourrait le faire s'il en avait la volonté dès cet après-midi. Et ce qu'on pourrait obtenir par cette abolition, c'est d'une part la libération de Boualem Sansal, notre écrivain français qui est aujourd'hui enfermé dans les geôles algériennes, à son âge et alors qu'il est malade. Et on a l'impression que tout le monde l'oublie en France aujourd'hui. Mais on pourrait aussi exiger d'eux qu'ils reprennent leurs clandestins, qui sont parfois des bombes sur pattes, des prédicateurs salafistes qui sont chez nous et sur lesquels, là encore, on a le sentiment que le gouvernement parle beaucoup mais ne fait rien. Je voulais revenir sur le rôle du Rassemblement national. Quel est l'objectif du RN ? De peser plus sur le budget aujourd'hui ? Alors moi, ça n'est pas le sentiment que j'ai parce qu'à mon sens, pour peser plus, il faut donner des lignes rouges claires. Je pense que, par exemple, si je vous prends ce que nous, on a fait chez Reconquête, on a soulevé énormément de sujets. Des gabegies, par exemple. J'ai parlé de l'aide publique au développement. J'ai essayé d'expliquer aux Français qu'aujourd'hui, ils ont financé, par exemple, de 2018 à 2020, 200 millions d'euros de dons, pas de prêts, de dons à la Chine. C'est-à-dire que la deuxième puissance économique du monde, nous, la France, on l'a aidé à se développer, comme si on roulait sur l'or. Il faut savoir aussi qu'on dépense des millions d'euros pour des modes de cuisson propres au Sahel, pour l'égalité des sexes en Irak, pour la budgétisation sensible au genre en Jordanie. C'est ça que les Français financent quand ils payent des impôts tous les mois, des impôts écrasants d'ailleurs, puisque rappelons aux gens qu'à partir du 16 de chaque mois, ils ne travaillent plus pour eux-mêmes mais pour l'État. Quand on a un taux d'imposition de 45% de la richesse nationale, c'est-à-dire qu'à partir de la moitié du mois, on travaille pour l'État. Moi, ça me rappelle, à l'époque du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime, il y avait ce qu'on appelait les corvées. C'était ces jours, quelques jours dans l'année, où les paysans ne devaient plus travailler pour eux, mais pour leur seigneur. Ils devaient leur offrir le fruit de leur travail. Nous, c'est pas quelques jours par an, c'est la moitié de l'année qu'on travaille pour l'État. On va continuer à parler de la politique et de l'union des droites que vous défendez. On va d'abord dire un mot de l'actualité internationale. Gaza, Iran, Israël, Ukraine. Je plaide pour qu'on ait 3 cessez-le-feu en même temps, immédiats et durables, a déclaré cette semaine Emmanuel Macron. Est-ce que vous soutenez les efforts de la diplomatie française ? Moi, je trouve que la diplomatie française est incohérente. Je trouve qu'ils s'écoutent parler. C'est un peu ce que disait Albert Cohen en décrivant les diplomates. Il disait ils ont le talent de ne rien dire en plusieurs pages. C'est exactement ce que fait la diplomatie française aujourd'hui. Moi, je ne me souviens pas d'un général de Gaulle qui passait son temps à des incantations, à des cessez-le-feu ou à des supplications faites aux Nations Unies. Donc il faudrait faire quoi ? Au contraire, je pense que d'abord, il faut comprendre la différence entre, typiquement, puisque c'est le sujet, la différence entre l'Iran et Israël. Vous avez d'un côté
un pays, Israël, qui essaye de défendre sa vie, de défendre ses intérêts, de défendre son existence. Et d'un autre côté, l'Iran qui défend quelque chose de totalement différent, qui défend la destruction d'Israël. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Ils l'ont répété depuis déjà 20 ans. Moi, depuis que je suis enfant, j'entends l'Iran dire qu'il faut rayer Israël de la carte. Je pense que depuis le 7 octobre, les Israéliens ont compris qu'il fallait prendre ces menaces au sérieux. Donc quand ils se battent, quand ils utilisent l'arme qui est la guerre pour essayer de se défendre, je crois que c'est un peu irresponsable, nous, depuis notre salon parisien, de dire on appelle au cessez-le-feu. Il faut comprendre que pour eux, c'était un sujet existentiel, d'empêcher l'Iran d'avoir la bombe atomique. Donc, encore une fois, je trouve qu'il y a beaucoup d'inconséquences dans la politique d'Emmanuel Macron. Et j'aimerais juste citer un élément que j'ai trouvé absolument terrifiant depuis le 7 octobre. En principe, le 7 octobre aurait dû souder les pays occidentaux avec Israël, c'est-à-dire qu'ils auraient dû se dire, nous aussi, par exemple pour la France, on a vécu le Bataclan, on sait ce que c'est le djihadisme, le terrorisme islamique. Et au lieu de ça, on a le sentiment de tout l'inverse. Des nations occidentales qui se sont radicalisées en faveur de la Palestine, qui veulent toutes reconnaître les uns après les autres un État palestinien, comme si c'était possible aujourd'hui d'ailleurs, dans l'état de la situation. Vous estimez qu'il n'y a pas eu de prise en charge, qu'il n'y a pas eu d'écoute et qu'il n'y a pas eu de... Non, regardez ce qui s'est passé. Depuis le 7 octobre, on n'a jamais vu autant de drapeaux palestiniens dans les rues occidentales. Vous ne trouvez pas qu'il y a un paradoxe? C'est-à-dire il y a un pays qui se fait attaquer. Il y a un pays qui se fait attaquer. Il y a 1300 morts. Il y a des femmes violées. Il y a des bébés qui sont tués, pris en otage. Et au lendemain de ça, on voit la position du Quai d'Orsay totalement inconséquente. On voit un Emmanuel Macron qui, a encore 10 jours, ferme le stand israélien au salon du Bourget. Quand on voit ça, on se dit bien qu'il ne défend pas l'intérêt français, puisque l'intérêt français, ce serait de commercer avec une nation comme Israël. On voit bien qu'à l'inverse, il a peur des banlieues françaises, de ce que certains appellent la rue arabe. Et quand je dis ça, je finis juste sur ça. Quand je dis ça, je me souviens du moment où Emmanuel Macron a refusé de participer à la marche contre l'antisémitisme. C'était pas du sionisme, la marche contre l'antisémitisme. Et vous savez pourquoi il avait refusé? Parce que Yacine Bellatar, l'humoriste des banlieues, était venu le voir à l'Élysée en lui disant « Si tu marches contre l'antisémitisme, tu vas mettre les banlieues à feu et à sang ». Et c'est aux ordres de cet humoriste-là qu'Emmanuel Macron a obéi. On revient à des questions d'actualité. Nos confrères du Parisien ont publié une note interne ce matin du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. Il alerte sur les conséquences de la surpopulation carcérale sur son territoire. Plus 200% d'occupation, une tendance qui concerne de toute façon toute la France. Est-ce qu'on emprisonne trop aujourd'hui? Est-ce que ça ne va pas contre l'idée d'une justice laxiste? Alors, on n'emprisonne pas assez. Le problème est que nous n'avons pas assez de places de prison. Pour vous donner un exemple, depuis 1996, on a eu une augmentation de 391% des coups et blessures volontaires. Vous devriez me dire, les enfermements ont dû exploser. Eh bien non, les enfermements ont, eux, augmenté uniquement de 31%. C'est-à-dire 13 fois moins vite. Les coups et blessures volontaires ont augmenté 13 fois plus vite que les détenus. Donc on a énormément de coupables. Ces coupables-là sont en liberté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de place dans nos prisons. Ministre après ministre, depuis Rachida Dati, mais même avant elle, on a eu des circulaires de ministres qui demandaient aux juges de ne pas enfermer, de préférer toutes les peines alternatives à la prison. Bracelet électronique, sursis, stage de citoyenneté. Il y a 83 000 détenus en France aujourd'hui. Il n'y a pas assez d'alternatives. Vous avez raison. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas construit de places de prison. Ce que je propose, c'est un plan de 100 000 places de prison qui devront être construites en 24 mois. La meilleure manière de libérer 70 millions de Français, c'est d'enfermer 100 000 délinquants et criminels qui aujourd'hui, faute de place, parce qu'il y a eu une idéologie de gauche qui a refusé la prison par nature, qui, faute de place, se trouve en liberté. Quand vous avez un délinquant ou un criminel qui sort du tribunal et qu'il a pris soit du sursis, soit un stage de citoyenneté, quand ses copains lui disent « Qu'est-ce que tu as pris ?», il répond « Rien du tout ». Juste un dernier mot. Demain, 25e marche des fiertés organisée par l'inter-LGBT et la présence annoncée d'un collectif qui fait débat, c'est Eros. Ses membres se présentent comme des gays patriotes opposés, je cite, aux dérives idéologiques woke et LGBT, à l'immigration massive et très souvent homophobe et à l'islamisation de notre pays. Eros a-t-il sa place dans ce défilé? Je croyais que c'était un défilé pour défendre le droit des homosexuels et des LGBT. Donc pourquoi est-ce qu'un collectif qui les défend, notamment contre un nouveau fléau qui s'abat sur eux, à savoir des agressions venues notamment d'immigrés, comme c'est assez documenté et comme ce collectif Eros le montre toute la journée, je ne vois pas pourquoi, s'ils sont sincèrement dans la défense de ces minorités-là, ils refuseraient un collectif comme le collectif Eros. Donc je pense qu'il a toute sa place et je trouve ça très positif qu'il y ait des voix comme celle-ci qui se lèvent. Merci beaucoup. Merci à vous.